Signal to Noise par Arthur M. Bering. Comment ça, tu es presque arrivé? La voix de Ralph était à peine audible à travers le crépitement de la pluie nocturne. Je viens de passer le panneau de sortie. J'en ai pour 20 minutes, 30 max. J'ai essayé d'estimer rapidement le temps qu'il me faudrait pour décharger l'amas hétéroclite de meubles et de caisses provenant de la vente de succession. Mais Ralph me coupa. Frank, on est vendredi. On avait dit samedi. Décontenancé, je restais un moment à fixer le téléphone. Sérieusement ? Mon emploi du temps avait été assez chaotique ces derniers temps, et j'étais plus agacé que surpris de m'être trompé. Oui, sérieusement. Je t'ai dit que je serais hors de la ville jusqu'à samedi après-midi. L'anniversaire de mes beaux-parents, tu te souviens? Je suis avec mes beaux-frères, et Mara est en train de coucher les enfants dans la chambre d'amis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à mon entrepôt, là? Dans mon esprit, je me vis recroquevillé sur le siège passager toute la nuit, pendant que le niveau de l'eau montait lentement à l'extérieur. T'as vu la météo? Je rentrerai pas à Fort Reading ce soir que si j'échange le camion pour un catamaran, nom de Dieu. Calme-toi, Frank, et garde le nom du Seigneur hors de ta bouche. Écoute, t'inquiète pas pour le hall, on déchargera ensemble demain. Il y a une clé de secours coincée derrière le panneau près de l'entrée des livraisons. C'est pas l'idéal, mais il y a plein de canapés dans l'entrepôt. Et tu auras accès à la machine à café dans mon bureau. Il doit rester... Attends. Oui. Oui, j'arrive, chérie. Je dois y aller. Les enfants ne tiennent pas en place. On se parle demain, ok? J'arrive vers midi. Il me fallut presque 1 heure pour atteindre l'entrepôt, mon raccourci habituel étant inondé. Mais qu'est-ce que ça changeait? Sans cette fichue tempête, je serais déjà rentré chez moi au moment où je fouillais derrière le panneau avec un crayon pour décoincer la clé. Je me sentis comme un cambrioleur en entrant, trempé et contrarié, tâtonnant à la recherche d'un interrupteur. De jour, l'entrepôt était facile à parcourir malgré son encombrement. Mais ce soir-là, avec la tempête qui faisait rage dehors, aucune lumière ne filtrait par les fenêtres industrielles juste sous le plafond. Je jurai à voix basse lorsque le premier interrupteur ne produisit rien. Le second fonctionna heureusement, mais les lampes grillagées qui allumaient éclairaient à peine le labyrinthe d'étagères surchargées et de vieux meubles. Utilisant mon téléphone comme lampe torche, je me dirigeai vers le bureau de Ralph, une minuscule cabine près de l'entrée principale. La vieille lampe de banquier et le lourd bureau ancien donnaient toujours à la pièce l'allure d'un vestige d'un autre temps. L'ancien meuble d'apothicaire aux tiroirs manquants s'y intégrait parfaitement. L'étagère industrielle ultra-robuste qui soutenait la machine à café, résolument moderne, ainsi que la grande partie en plastique dans son pot criard, juraient complètement avec le reste. Mais pour une raison obscure, Ralph adorait ce palmier artificiel. « Ça met de la vie », disait-il, quand je l'avais taquiné là-dessus il y a des années. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de me redonner vie et de sauver mon téléphone. La batterie était dangereusement basse pour une nuit dans un entrepôt sombre truffé d'obstacles. Je le branchais sur le chargeur posé sur le bureau de Ralph, puis allais chercher de l'eau pour le café dans la minuscule salle de bain attenante. La lampe grillagée n'y fonctionnait pas, ce qui expliquait sans doute la présence d'une lampe torche sur le plateau, sous le miroir. Parfait. Je pouvais laisser le téléphone chargé toute la nuit, il faudrait juste penser à remettre la lampe à sa place le lendemain matin. Pendant que le café coulait, je jetai un œil à l'extérieur du cubicule dans l'angle où Ralph entreposait les lots issus de ventes de garage récentes, encore non triés. Des coussins et des couvertures figuraient en tête de ma liste mentale de souhaits. Mais j'espérais aussi tomber sur des livres, des magazines et peut-être un jeu de cartes. Même si l'atmosphère donnait l'impression d'une nuit profonde, il n'était encore que le soir. Chez moi, j'aurais déjà lancé un film, ou peut-être serais-je allé faire une partie de billard au bar. Ici, je devais m'occuper avec des moyens bien plus modestes jusqu'à être assez fatigué pour m'effondrer sur un canapé.
D'après mes livraisons précédentes, je savais que les canapés se trouvaient plus loin dans l'entrepôt, près des meubles muraux et des armoires. Il y aurait l'embarras du choix, donc je ne m'inquiétais pas trop de ce côté-là. J'avais vu les cuisines en parfait état, des bureaux, des meubles pour enfants et des ensembles de salons qui allaient finir à la peine. Et il y avait quelque chose de particulier avec les canapés. Peu importe à quel point ils étaient usés ou démodés, les gens semblaient toujours persuadés que quelqu'un d'autre voudrait les acheter. Résultat, chaque magasin de meubles d'occasion en débordait. Ma recherche ne fut pas très fructueuse quand le café fut prêt. Tout ce que j'avais trouvé, c'était une pile de magazines de décoration intérieure. Mais bon, mieux que rien. Je les feuilletais assis au bureau de Ralph, en sirotant mon café, tout en me demandant si j'avais le courage d'aller chercher ma lunchbox dans le camion. La vitre sécurisée du petit bureau brouillait le monde extérieur, mais le martèlement lourd de la pluie sur le toit plat et les hurlements du vent pesaient dans la balance. Les sandwichs devaient être détrempés de toute façon. Après avoir terminé mon café, je repris ma recherche de coussins, de couvertures et de distractions dans le labyrinthe à l'extérieur du bureau. Aussi pieux et bonhomme que fut Ralph, il n'avait jamais eu le moindre sens de l'ordre. Lui seul, et peut-être le seigneur, savait pourquoi des bureaux étaient rangés à côté des tables de chevet alors que les chaises de bureau se trouvaient à l'autre bout avec les berceaux, les poussettes et les parcs pour enfants. Rien ne garantissait qu'il stockait les accessoires de salon près des meubles de salon, mais il fallait bien commencer quelque part. Comme j'avais aperçu des tables basses en face de l'entrée, je tentai ma chance par là. Je ne fus que modérément surpris de trouver des étagères pleines d'appareils de cuisine à la place. Grippins, mixeurs, gaufriers, cuiseurs Harry et toutes sortes de gadgets fantaisie qu'aucun cuisinier qui se respecte n'aurait jamais utilisés. La section suivante contenait des arbres à chat, des niches pour chiens et plusieurs paniers remplis de gamelles et de jouets pour animaux. Je notais mentalement qu'il y avait là quelques coussins pour chiens qui semblaient plutôt confortables, au cas où je repartirais bredouille. En m'aventurant plus profondément dans le cabinet des curiosités de Ralph, je commençais à saisir l'ampleur réelle de son système d'inventaire totalement arbitraire. Quand je livrais mes lots issus de ventes de succession ou d'enchères de garde-meubles, j'avais moi-même souvent un bric-à-brac sans queue ni tête. Ça ne m'avait jamais paru étrange de transporter des objets venus de sections différentes de l'entrepôt. Mais je n'avais jamais essayé de chercher quelque chose de précis dans ce chaos. Plus je regardais autour de moi, plus je me convainquais que c'était tout simplement impossible. Je trouvais absolument tout, sauf ce que je cherchais. Une étagère entière d'horloges coucou-criardes, une maisonnette pour oiseaux en forme de petite église qui ferait sans doute sensation lors de la prochaine vente caritative de Ralph. Plusieurs cartons de magazines automobiles des années 80, une machine à coudre ancienne qui valait peut-être quelque chose aux yeux des collectionneurs. Et une croix presque à taille humaine avec une statue de Jésus bien trop détaillée. Quand un éclair illumina l'entrepôt et son visage de bois pâle, on aurait dit l'espace d'une fraction de seconde que cette foutue chose pleurait. Surpris par cette vision et par le grondement du tonnerre, je me réfugiai dans une autre allée. Toujours pas de coussin et toujours pas de couverture. Mais le premier objet que le faisceau de ma lampe torche éclaira fut une caisse de vinyle. Ce qui compensait beaucoup la frayeur. Une bonne partie de ma collection de disques provenait de coffres oubliés comme celui-ci. Et Ralph était toujours partant pour échanger quelques babioles. Je ne tiens pas un magasin de disques, m'avait-il dit un jour. Je ne catalogue pas ce genre de trucs. De toute façon, je les vends en gros. Que tu en prennes ou pas, c'est 20 $ la caisse entière. Excité, je m'agenouillais pour les feuilleter, espérant tomber sur une pièce rare qui me manquait encore. À première vue, les disques étaient en excellent état. Pas de coins cornés, certains avaient même encore des protège-disques, signe que leur ancien propriétaire était lui aussi un collectionneur. Les pochettes correspondaient parfaitement à mes goûts, jazz, Dixieland, bluegrass. Pourtant, je n'avais jamais entendu parler d'aucun de ces artistes, pas un seul nom familier et certainement aucun des classiques rares que j'espérais trouver. En regardant de plus près, je remarquai un détail étrange que toutes les pochettes avaient en commun. Elles représentaient toutes les artistes, rien d'inhabituel en soi, mais chacune d'entre elles montrait un visage privé d'un trait. Certains n'avaient pas d'yeux, d'autres pas d'oreilles ou pas de nez.
Sur l'une d'elles, un jeune homme jouait de la trompette, mais l'embouchure de l'instrument pointait vers une surface lisse de peau, à l'endroit même où aurait dû se trouver sa bouche. Une mode obscure, sans doute, pensai-je en me relevant, un petit peu déçu, mais pas vraiment surpris. Après tout, il fallait remuer beaucoup de gravier grossier pour dénicher la moindre pépite. L'allée suivante était bloquée par un empilement de ce que je supposais être des bureaux pour enfants. Ils semblaient trop petits pour des adultes et certains étaient couverts d'autocollants. Je contournais l'obstacle avec précaution, me souvenant vaguement que Ralph stockait des couvre-lits quelque part dans le coin. Le passage entre les bureaux et les lourdes étagères industrielles était plus étroit que prévu. Je dus lever les bras pour me faufiler, ce qui fit pointer le faisceau trouble de ma lampe torche droit vers le plafond pendant un instant. Je dus m'y reprendre à 2 fois pour comprendre ce que je voyais. Les bureaux étaient empilés de façon totalement impraticable, presque jusqu'au plafond, comme une tour de Jenga. Comment Ralph avait-il seulement réussi cet exploit? Et pourquoi? Il y avait pourtant largement assez de place dans l'allée. Le bureau rose, juste devant moi, était aussi monté à l'envers, le caisson faisant face à l'arrière, et les tiroirs étaient à l'envers également. Toujours incrédule, je fis à nouveau remonter le faisceau de ma lampe le long de la tour pour examiner l'ensemble de plus près. Plusieurs bureaux présentaient des défauts évidents d'assemblage, du moins d'après ce que je pouvais en juger. Peut-être que Ralph les avait empilés ainsi parce qu'ils étaient invendables en l'état. Il n'y avait aucun couvre-lit dans cette allée. À l'endroit où j'espérais en trouver, je découvris à la place une série de peintures à l'huile les plus étranges que j'ai jamais vues. D'immenses cadres ouvragés en bois si sombre qu'on aurait dit du charbon sculpté. Je suis loin d'être un expert, mais elles me parurent authentiquement anciennes. Quelque chose en elles semblait vieux, presque primordial, même si je n'arrivais pas à distinguer clairement ce qu'elles représentaient. Des paysages originels peut-être, des planètes étrangères. C'était sans doute l'éclairage erratique de ma lampe. Et pourtant, à plusieurs reprises, j'eus l'impression de voir quelque chose bouger sur une des toiles, comme si une forme vivante se glissait d'un cadre à l'autre, juste pour rester parfaitement immobile dès que je fixais les yeux sur sa cachette. Non, ça ne pouvait être qu'une illusion d'optique. Comme cela me donnait aussi un léger mal de tête, j'abandonnai les tableaux et repris ma recherche. Plus je m'enfonçais dans l'entrepôt, plus je me demandais qui, bon sang, pouvait bien acheter ce fatras. Cela faisait un moment que je n'avais rien vu qui paraisse utile, ni même réellement utilisable, en fait. Si je n'avais pas su que le seul alcool ayant jamais touché les lèvres de Ralph était le vin de messe, j'aurais juré qu'il achetait ce genre de choses en état d'ébriété. Des meubles assemblés de travers, des tas de bric-à-brac indéfinissables, ressemblant à des pièces détachées sans que je puisse dire de quoi. J'irais même jusqu'à dire que la plupart n'avaient aucune fonction apparente, pas même décorative. Les allées étaient remplies de constructions qui donnaient l'impression que quelqu'un, n'ayant jamais vu de meubles, avait tenté d'en fabriquer un à partir de rien. L'œuvre d'un chimpanzé particulièrement doué ou d'un homme des cavernes. Quelqu'un sans la moindre notion de forme ou de fonction. Mon esprit s'efforçait d'imaginer un usage, n'importe lequel, pour ces objets, mais sans succès. Qui pouvait avoir besoin d'une table d'appoint qui n'était qu'un plateau rond incliné posé sur 2 pieds, sans l'étagère contre laquelle elle s'appuyait. Elle ne pouvait même pas tenir debout. Ou cet objet qui ressemblait à une armoire par sa taille et sa forme, qui n'avait qu'un seul tiroir, placé en haut à gauche au lieu des portes. Et que dire de ce tabouret de bar fantaisie, haut de près de 2 fois ma taille, mais dont l'assise avait été remplacée par un panier à linge. Un panier à linge qui s'ouvrait sur le côté. Rien de tout cela n'avait le moindre sens. Et ma question passa de qui achèterait ça à qui fabrique ces choses. La plupart semblaient pourtant fabriquées de manière professionnelle et en excellent état, du moins selon les standards du mobilier d'occasion. Simplement, rien de tout cela n'était vraiment du mobilier. La seule exception apparente concernait les objets religieux. Du moins, c'est ce que je croyais. Ils étaient dispersés sur différentes étagères, mais se distinguaient nettement des gadgets ternes par leur couleur riche et leur ornementation complexe. Je n'avais aucune idée de l'usage exact qu'on pouvait en faire, mais leur nature religieuse était évidente.
Peut-être qu'une obscure confession exposait ce genre de choses dans ces lieux de culte. Ou peut-être s'agissait-il simplement d'art sacré recherché par des collectionneurs particulièrement dévots. Lorsque j'en repérais un pour la première fois, je m'en approchais, surpris que Ralph ait laissé quelque chose comme ça sur une étagère quelconque. C'était une pierre précieuse, ronde et polie, presque comme une boule de cristal de voyante, enchâssée dans une structure métallique en forme de toile posée sur une dalle de pierre noire, étrangement irisée. Des inscriptions étaient gravées à la fois dans le métal et dans la pierre, mais je n'aurais pas su deviner de quel alphabet il s'agissait. Quelque chose dans cet objet me mit mal à l'aise. Être près de lui me donnait l'impression d'un sacrilège, sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi. Je le reposai rapidement. Par la suite, chaque fois que j'apercevais un objet similaire, je prenais soin de garder mes distances. Au moment où je décidai enfin de me diriger vers les canapés, cela faisait déjà un bon moment que je n'avais rien vu que je puisse identifier avec certitude. Des chaises dotées d'un second jeu de 4 pieds jaillissant du dossier, des assemblages aléatoires de tiroirs sans aucune structure pour les contenir, des niches à chiens surmontées de toits à pignons empilés, avec bien trop de supports pour gamelles, et toujours aucune couverture. La liste de ces constructions absurdes semblait interminable. Pour être honnête, errer dans ce qui ressemblait de plus en plus à une installation artistique extraterrestre avait quelque chose de profondément dérangeant. J'avais depuis longtemps renoncé à trouver des couvertures ou des coussins, mais je commençais maintenant à me demander si je finirais seulement par dénicher un canapé ou m'écrouler. Par le passé, j'en avais livré des dizaines à Ralph, et je l'avais aidé à les transporter à l'intérieur. J'étais presque certain de savoir où ils étaient stockés, mais rien sur mon trajet ne me semblait familier. J'aurais dû traverser la section des appareils électroménagers, réfrigérateurs, sèche-linge, machines à laver, massifs, généralement blancs, impossible à manquer même dans la pénombre, et pourtant je n'avais rien vu de tel. C'était peut-être l'atmosphère oppressante, mais un soupçon insidieux s'insinua en moi. L'entrepôt était bien plus vaste que dans mon souvenir. J'aurais dû pouvoir en apercevoir l'extrémité depuis longtemps. Pourtant, quand je braquais ma lampe torche droit devant moi, il n'y avait aucun mur. Seulement une obscurité trouble et sans fin. Je ne saurais décrire le soulagement que je ressentis lorsque j'aperçus enfin un canapé à courte distance. Entre les hautes étagères, la jonction des allées ressemblait presque à une clairière, une pause bienvenue, un fragment de familiarité au milieu de cette forêt d'absurdités inquiétantes. Le canapé n'était pas tout à fait normal. Les pieds étaient de travers, soulevant le côté gauche plus que le côté droit, mais il restait suffisamment proche d'un meuble fonctionnel pour me convenir. Il avait clairement connu des jours meilleurs. Le tissu bleu pâle était usé, délavé. Les fils dorés, autrefois élégants, du motif damassé, ressortaient par endroits comme des mauvaises herbes. Lorsque je m'assis, les ressorts anciens grincèrent et gémirent, et je sus que la nuit ne serait pas confortable. Les coussins étaient durs et peu souples, comme tant de vieux canapés. Malgré tout, c'était préférable à l'alternative, continuer à m'enfoncer dans ce fouillis inutile dans l'espoir que le véritable section des canapés se trouve encore plus loin. Je m'installai donc du mieux que je pus sur cette chose grinçante. Avec le rythme régulier de la pluie sur le toit, je perdis toute notion du temps. J'avais l'impression d'avoir erré bien plus longtemps que ce qui aurait dû être possible dans un entrepôt de cette taille. Mes pieds, en tout cas, me donnaient l'impression d'avoir marché pendant des heures lorsque, enfin, je puisse m'asseoir. Une fois la tempête calmée, ou quand la lumière du jour pénétrerait par les fenêtres le matin, ces pensées me paraîtraient sûrement absurdes. Pour l'instant, j'étais simplement soulagé d'avoir trouvé un endroit où passer la nuit. Je posai ma lampe torche sur l'espèce de table basse devant le canapé, m'apprêtant à m'allonger et à tenter de dormir. C'est alors que le faisceau de lumière tomba sur quelque chose que je n'avais pas remarqué jusque-là. Un lecteur de cassette. Rien d'ambigu ni de difforme à son sujet, juste vieux et encombrant, comme l'électronique des années 80 savait l'être. Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi j'appuyais sur le bouton lecture cette nuit-là. Peut-être n'y avait-il aucune raison valable, sinon que c'est ce qu'on fait avec un lecteur de cassette.
Je sais seulement que je le regrettais aussitôt. Vieux de plusieurs décennies et couvert de poussière, rien dans l'apparence du lecteur ne laissait penser qu'il pouvait encore fonctionner. Et il fonctionnait. Dès que les bobines se mirent à tourner sous le capot en plastique, le haut-parleur déversa la cacophonie la plus dérangeante que j'ai jamais entendue. Un crissement, comme si la neige d'un écran de télévision était faite de sable grossier, mêlé à des stridulations et des grognements qui semblaient venir d'en haut. Quelque chose qui ressemblait au battement de 1000 ailes de cuir dans la tempête, à l'extérieur. Des voix lointaines murmuraient dans une langue étrange. Cela ressemblait à peine à quelque chose que des bouches humaines auraient pu produire. Des gargouillis gutturaux, mais avec la cadence d'une conversation. Et ça ne s'arrêtait pas. Le vacarme devenait de plus en plus fort, tandis que j'appuyais frénétiquement sur les boutons du lecteur. Les chuchotements enflèrent et se transformèrent en chants puis en cris perçants, et une voix perça le tunnel, d'un ton qui me fit penser à un général aboyant des ordres à ses soldats. Le battement et le souffle se rapprochaient. J'aurais juré entendre des pas entre les étagères, beaucoup de pas, marchant à l'unisson. J'avais l'impression que le sol de béton vibrait sous les bottes d'une armée venue d'un autre monde, avançant vers moi depuis les recoins les plus sombres de la nuit. Pris de panique, j'appuyais encore et encore sur tous les boutons sans le moindre effet. Je retournai le lecteur d'abord pour arracher le câble d'alimentation, mais ne trouvais qu'un compartiment à piles croustillant de corrosion sur la face intérieure. Bien que la fuite rendît improbable le fait que la pile alimente encore l'appareil, j'ouvris le compartiment et arrachai les restes rouillés. Et pourtant le bruit atroce ne s'arrêta pas. Les voix gargouillantes continuaient, les pas martelaient le sol de plus en plus près, et ce foutu crissement infernal aurait tout aussi bien pu être le son de ma raison en train de se désagréger. Ne sachant que faire, je fracassai le lecteur contre le sol et l'écrasai sous mon pied. Le vacarme maudit continuait, imperturbable. En dernier recours, je donnai un violent coup de pied dans l'appareil déjà endommagé. J'entendis le choc contre une étagère ou un mur, mais là encore, la cacophonie de terreur persistait. Je ne voyais plus le lecteur, ou ce qu'il en restait, mais c'était le cadet de mes soucis. Même si je retrouvais les débris, qu'est-ce que je pouvais bien faire de plus que je n'avais pas déjà testé ? Non, je devais m'éloigner de la source de bruit, m'éloigner de ceux qui avançaient vers moi depuis l'obscurité. Aussi absurde que cela puisse paraître, j'étais convaincu que la trame même de la réalité se corrodait quelque part entre les étagères, qu'un portail, une brèche vers une dimension plus sinistre encore s'était ouvert, laissant une force impie se déverser dans notre monde. Envahi par une peur primitive, je ne réfléchissais plus clairement. Il me semblait évident que ces êtres invisibles venus d'ailleurs étaient attirés par le son, ou qu'ils avaient été invoqués par lui. Si je ne pouvais pas l'arrêter, je devais mettre autant de distance que possible entre lui et moi, si je voulais m'en sortir vivant. Alors je me retournais et titubais, loin des sons épouvantables, entièrement concentré sur une seule chose. M'éloigner. Lorsque je me réveillais, j'étais désorienté. Je ne savais pas où je me trouvais. Il me fallut un moment pour reconnaître l'entrepôt de Ralph. En me redressant et en regardant autour de moi, rien ne paraissait anormal. J'étais dans la section des canapés. La lumière du jour filtrait par les fenêtres et l'ambiance de vent et de pluie de la veille avait disparu. Je me souvenais même du canapé sur lequel j'avais dormi. Je l'avais livré le mois précédent. La seule chose étrange, c'était que je serrais toujours une lampe de torche dans ma main. Apparemment, je n'avais même pas pris la peine de l'éteindre, puisque les piles étaient complètement à plat. Dans son état inerte, elle me raviva pourtant la mémoire. Les gadgets bizarres, les tours vertigineuses d'objets empilés. Cette impression persistante de m'être perdu entre les étagères. Et ce cauchemar insensé. Cela faisait longtemps que mon esprit ne m'avait pas produit quelque chose d'aussi étrange. Encore engourdi, j'en conclus que ces conditions de couchage improbables étaient en cause. Ce n'est pas comme si je dormais souvent dans des entrepôts ou des garde-meubles, ou ailleurs que dans mon propre lit, d'ailleurs. Un bon café. Voilà ce qu'il me fallait. Vraiment, après ce genre de rêve dérangeant. Et par chance, je me souvenais qu'il en restait dans le bureau de Ralph depuis la veille. Je me levai, traversai la section des canapés, me disant que je devais probablement l'appeler pour savoir quand il arriverait.
Après l'épreuve de la route sous la tempête, suivie du cauchemar le plus terrifiant de ma vie, je n'avais qu'une seule envie, en finir avec cette livraison et rentrer chez moi. Juste avant d'atteindre l'allée principale, quelque chose attira mon regard et me cloua sur place. Un canapé. Un canapé antique, massif, aux teintes bleues et dorées, complètement passé. Le même canapé que dans mon rêve. Devant lui se trouvait une table basse. Rien d'étrange en soi, mais le lecteur de cassette posé dessus me donna la chair de poule. C'était la même foutue chose que j'avais vue et réduite en miettes dans mon cauchemar. Tout en moi se crispa au souvenir de ce qu'elle avait déchaîné. Était-ce vraiment un rêve? Je scrutais les alentours avec attention. Le long du mur à ma gauche se trouvaient des réfrigérateurs, des machines à laver, des sèche-linges et d'autres gros appareils d'électroménager. Aucun d'eux ne me faisait douter de sa fonction. À ma droite, il y avait des bureaux, des tables de rempotage et de grands arrosoirs. Ça, c'était typiquement du Ralph. Pourtant, l'un des bureaux me fit hésiter. En m'approchant, je reconnus le bureau d'enfant mal assemblé de la veille. Le caisson était bel et bien orienté à l'envers, mais il n'était pas fixé au plateau. En regardant autour de moi, je réalisai qu'aucun des caissons ne l'était. Certains étaient rangés sous les bureaux. Ralph ne les avait sans doute pas vissés pour faciliter le transport aux clients ayant de petites voitures. Malgré tout, retrouver un autre élément de mon rêve me donna la nausée. Ce ne pouvait être qu'une coïncidence. Mon esprit encore embrumé avait simplement tissé une histoire délirante à partir de choses vues lors des visites précédentes. Il ne pouvait pas y avoir d'autre explication logique. Aucune qui me vienne à l'esprit, en tout cas. Pourtant, cela ne suffisait pas à me rassurer. Au lieu d'aller directement au bureau pour appeler Ralph, j'inspectais les allées les plus proches, juste pour m'assurer que les étranges constructions de la nuit n'étaient plus là. Et à mon grand soulagement, je ne trouvais rien que je ne puisse identifier. Des babioles, inutiles, certes, mais seulement inutiles pour moi. Des globes anciens, des services en porcelaine avec bien plus de soupières que je n'aurais pu en compter, des serre-livres très kitsch. Je n'avais jamais été très branché décoration intérieure, mais je savais que quelque part, quelqu'un serait ravi d'exposer ce genre de choses chez lui. Je ne retrouvais pas les peintures au cadre couleur charbon, ni les tours de bureaux empilés comme des jeux de construction instables. En revanche, je retrouvais la caisse de vinyle. Je retrouvais mon Jésus glauque à gauche, puis tout droit jusqu'au matin. Quand je feuilletais les disques, rien ne me parut étrange cette fois-ci. Je ne connaissais toujours pas les titres ou les artistes, mais tous les visages étaient complets. Les yeux, le nez, les bouches, rien ne manquait. Mes découvertes, ou plutôt leur absence, finirent par me convaincre. Rien d'autre ne s'était produit cette nuit-là. C'était un cauchemar particulièrement marquant certes, mais rien de plus. J'avais vu assez de choses pour être sûr. Je me retournai donc prêt à aller chercher mon café et appeler Ralph. Je distinguais déjà les réfrigérateurs et les lave-vaisselle devant moi quand je fis tomber accidentellement une chouette en plastique criarde d'une étagère. Elle roula derrière moi et je me retournai pour la ramasser. Et c'est là que je les vis. Les empreintes. Des empreintes noires, poussiéreuses. L'allée donnait l'impression que tout le personnel d'une mine de charbon y avait défilé après une journée de travail. Pendant un long moment, je restais figé, fixant les traces tandis que mille et une pensées se bousculaient dans mon esprit. Était-ce déjà comme ça la veille au soir? Je n'avais pas prêté attention au sol, il faisait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Je ne savais même pas si j'étais passé par cette allée-là. Après avoir reposé la chouette sur l'étagère, mon regard fut à nouveau attiré par les empreintes. Est-ce qu'il y avait une explication rationnelle? Peut-être qu'un groupe de mineurs de charbon était vraiment venu chercher des meubles la veille. Je voulais y croire, mais je n'y arrivais pas. Finalement, ma curiosité morbide prit le dessus. Je retournai vers le canapé bleu délavé et vers le lecteur de cassette. Après une courte hésitation, j'appuyai sur le bouton lecture, avec le même mélange
d'énergie et d'appréhension qu'un enfant manifestant en titillant un animal mort avec un bâton. J'entendis un clic sec quand le bouton s'enclencha. Je vis les bobines tourner derrière le plastique jauni. Mais les haut-parleurs restèrent muets. Pas de cacophonie infernale, pas de murmures sinistres ni de chants, pas de grincements, pas de cris, impossible. Soulagé, je me penchai davantage et remarquai alors qu'il n'y avait aucune cassette dans l'appareil. Les bobines tournaient lentement dans un compartiment vide. Et quand j'appuyai sur stop, il obéit. Des mineurs de charbon. Il ne pouvait s'agir que d'une joyeuse bande de mineurs de charbon en virée shopping. Je continuai à me répéter ça lorsque je pris mon café et appelai Ralph. J'essayais encore d'y croire quand Ralph arriva environ 1 heure plus tard, petit déjeuner à la main, que Dieu le bénisse. Nous déchargeâmes mon camion ensemble, transportant meubles et autres trésors de vente de succession à l'intérieur. Nous discutâmes des prix, parlâmes boulot, évoquâmes la vie en général. Pourtant, au fond de mon esprit, le cauchemar, ou quoi que ce fût, persistait. Je n'arrivais pas à le laisser de côté. Je ne savais tout simplement pas par où commencer pour en parler. À un moment, pendant une pause, une idée me vint. Je me mis à flâner sous prétexte de chercher des disques pour ma collection. En réalité, je comptais retourner dans l'allée maculée et déclarer « Voilà ». Ralph aurait forcément une explication. Ou à défaut, ce serait plus facile pour moi de formuler ce que j'avais vu pendant la nuit. Mais cela n'arriva pas. Le sol de l'allée ne se distinguait en rien du reste de l'entrepôt. Pas de poussière noire, pas d'empreinte, rien. À part la chouette criarde qui confirmait seulement que j'étais bel et bien au bon endroit. Déconcerté, je revins bredouille de ma pseudo-recherche de vinyle et me contentai de dire à Ralph qu'il n'y avait rien de valable dans la caisse quand il me le demanda. Nous reprîmes le travail, mais mon esprit tournait à plein régime. Comment était-ce possible? J'avais vu ces empreintes en plein jour. Je retournais chaque pensée, chaque hypothèse, mais aucune des conclusions bancales que j'élaborais ne me satisfaisait. J'avais beau vouloir y croire, je ne pouvais pas balayer les empreintes comme un simple produit de mon imagination. Je savais que je les avais vues, je savais que quelque chose était passé cette nuit-là. Et je savais aussi que personne ne me croirait jamais. Quand nous transportâmes un ensemble de chaises de salon à l'intérieur, les derniers objets encore dans mon camion, nous passâmes inévitablement devant le canapé ancien et le lecteur. Je ne pouvais pas laisser cette chose ici. Ralph pourrait finir par l'essayer un jour ou l'autre et déclencher les mêmes horreurs venues d'ailleurs que celles que j'avais affrontées, et je ne souhaiterais ça à personne, certainement pas à un vieil ami. Hey, j'ai trouvé ce lecteur hier soir. J'ai pensé essayer de le réparer pour passer le temps, mais avec la fuite de pile, il est sûrement foutu. Débarrasse-toi de cette machine démoniaque, avais-je envie d'ajouter, mais parler du diable n'était généralement pas bien vu par Ralph. Il s'arrêta, balaya les alentours du regard, puis haussa les épaules en repérant le lecteur. Tu as dû le sortir de la caisse près de la porte. C'est mon lot du week-end dernier. J'ai pas encore eu le temps de tout vérifier, mais tu sais comment c'est. L'électronique de marché aux puces, c'est toujours la loterie. Tu sais, je passe de toute façon par la décharge en rentrant, répondis-je en hochant la tête vers la section électroménager où nous avions repéré un frigo endommagé un peu plus tôt. Si tu veux, je peux me débarrasser des trucs cassés. Je te dois bien ça pour pas m'avoir laissé dormir dans le camion. Oh, j'apprécie ton geste. La prochaine fois qu'il y a une alerte météo, appelle-moi avant de prendre la route, d'accord? Compte sur moi. Je vais vérifier mon agenda 2 fois, 3 fois même, à partir de maintenant. Nous rîmes, déposa la chaise à sa place, puis chargea mon camion avec les objets destinés à la décharge. J'y fis mon arrêt sur le chemin du retour, mais je ne remis pas le lecteur de cassette à l'employé. Cela ne me semblait pas juste de laisser cette chose entre les mains d'un inconnu sans méfiance, même s'il l'aurait probablement jeté aussitôt dans un compacteur industriel. À la place, je fis un petit détour vers un diner en bord de route, fermé depuis des années. La construction d'une route plus récente et plus large dans la région lui avait fait perdre ses derniers habitués, dont j'avais fait partie.
Désormais, l'endroit était si isolé que même les vagabonds n'y mettaient plus les pieds. Derrière le bâtiment abandonné, je fracassais le fichu lecteur contre le sol, l'écrasais sous mes bottes, puis rassemblais les débris pour les jeter dans la benne du diner. Peut-être étais-je simplement paranoïaque, mais je savais que je dormirais mieux en sachant que personne ne tomberait plus jamais sur cette foutue chose.